Les appareils photo numériques sont donc aptes à photographier dans l'infrarouge. Quand on va avoir entre les mains, c'est-à-dire à partir des années 2000, des appareils photographiques numériques, on va constater que les images qui nous sont restituées par ces appareils sont plus saturées que les images qu'on avait en argentique. Les rouges nous paraissent plus rouges, les bleus nous paraissent plus bleus. Vraiment, il y a une saturation des images qui est créée par un petit logiciel qui se trouve à l'intérieur de l'appareil photo numérique. Partant de là, on peut s'imaginer qu'on va pouvoir modifier ces images. Avec le professeur Anne-Marie Guimier-Sorbet, on va faire quelques expériences. On va commencer à rechercher sur certaines stèles du musée gréco-romain des inscriptions à peine visibles, tout simplement en tentant de saturer ou de désaturer, de contraster ou de décontraster ces images. Ces premières expériences ne sont pas extraordinaires. En 2008, j'ai la chance de me voir confier une mission en Chine dans la province du Xinjiang, à Urumqi, pour étudier les premières représentations de Bouddha et également des momies qui viennent du désert du Taklamakan, des momies qui sont du 1er millénaire avant. Sur les momies, le principal objectif est de faire ressortir des traces de tatouage. Alors je vais partir avec 5 à 6 méthodes de prise de vue dans l'infrarouge. Également cette méthode de prise de vue sous ultraviolet, mais aussi avec des méthodes que je mets progressivement en place, celle de la décomposition des photographies numériques, en l'occurrence en séparant et en modifiant les couches bleues, vertes, rouges, jaune, magenta et cyan, ainsi que les couches dites lab de ces photographies. Il y a quelques années, un étudiant m'envoie une photographie d'un sarcophage étrusque. Il me demande si avec les ultraviolets, nous allons pouvoir faire ressortir quelque chose. La méthode que je vais plutôt utiliser, c'est la mise à niveau des couleurs lab. De façon classique, les photographies sont composées du RVB, c'est-à-dire du rouge, du vert et du bleu. Mais elles peuvent être composées également de leurs couleurs, des couleurs secondaires, c'est-à-dire du jaune, du magenta et du cyan. Il existe aussi une troisième méthode, dite lab, avec une couche de luminosité, une couche A qui contient du vert et du rouge, et une couche B qui contient du bleu et du jaune. Alors, si je prends les couches séparément, en général, dans la couche luminosité, il n'y a pas grand-chose. Je vais prendre la couche A, je vais la régler, c'est-à-dire que je vais faire un calage de niveau dessus. Je vais prendre la couche B, je vais faire également un calage de niveau. Ensuite, je vais mixer les deux couches et je vais les exporter en niveau de gris. Ça paraît un peu compliqué, mais là, j'ai des résultats excellents. Dans un autre quartier d'Alexandrie, autre fouille, la fouille d'Ibrahimeya. On a retrouvé une stèle avec des écritures, on voit apparaître 2-3 lettres grecques en bas. Là, je vais simplement utiliser la lumière du jour. Cette image va être lue avec les couleurs secondaires, c'est-à-dire le jaune, le magenta et le cyan. Si je prends la couche cyan, la réponse n'est pas extraordinaire. Si je prends la couche jaune, la réponse n'est pas non plus extraordinaire. Sur ce cas de figure, c'est vraiment la couche magenta qui nous apporte la meilleure réponse. C'est cette couche magenta donc, qui va être travaillée et non pas les couleurs lab. Et là, je fais apparaître 4 lignes de texte. La stèle a été déposée par le service des Antiquités et derrière, il y avait une superbe urne funéraire avec la même inscription en hommage aux morts. Dans les quartiers ouest d'Alexandrie, il y a une nécropole qui s'appelle Amphouchi. Il y a 5 tombes.
Dans certaines d'entre elles, il reste des peintures extraordinaires. Dans d'autres, simplement des graffitis antiques. Dans les années passées, nous y avons fait plusieurs campagnes de prise de vue. Nos appareils de l'époque n'étaient pas énormément pixelisés, et puis c'était avant de mettre au point ces méthodes de modification d'image. Il y a de fortes chances que nous pourrions trouver maintenant des réponses que nous n'avions pas eues à l'époque. Y faire ressortir d'autres détails, d'autres représentations, d'autres graffitis. La fouille du Boubastellon à Alexandrie a fait sortir de terre des centaines de statuettes. Certaines ont gardé leur couleur. Ce que nous savons par des écrits récents et plus anciens, c'est qu'il existe, dans certaines conditions d'éclairage, une autre fluorescence qui se situe dans l'infrarouge. Certaines matières y sont réceptives. C'est le cas d'un composant, d'un bleu utilisé dans l'Antiquité, le bleu égyptien. Sous la patte de ce chat, nous pouvons mettre en évidence, grâce à la caméra infrarouge, que l'oiseau qu'il a entre ses griffes est peint de bleu égyptien. Avec Anne-Marie Guémier-Sorbet et le docteur Mervat Saifeldin, nous sommes retournés dans les catacombes de Komeshugafa afin de vérifier s'il existait des traces de ce bleu égyptien sur les peintures des tombes de Perséphone. Voilà. L'enfant. Oui, exact. Ces peintures murales étaient donc bien colorées. Ces modifications d'images numériques nous apportent un résultat actuellement qui est vraiment probant. Vraiment par rapport aux images qu'on obtenait en argentique, même sous ultraviolet. Les peintures des tombes de Komeshugafa nous le prouvent. Ici, on est parti de rien, de vagues traces sur un mur, et maintenant on raconte toute l'histoire. Il est vraisemblable qu'on n'en soit qu'au début. Les appareils deviennent de plus en plus puissants, les logiciels de traitement d'images deviennent de plus en plus performants, nos savoir-faire sur les logiciels deviennent de plus en plus adaptés à l'archéologie, aux défis de l'archéologie, alors nos recherches vont aussi s'orienter vers les couleurs disparues. À partir du moment où l'on arrive à repérer l'existence du bleu égyptien grâce à une fluorescence dans l'infrarouge, soit par une méthode photographique, existerait-il d'autres couleurs, d'autres colorants qui auraient des propriétés similaires ou légèrement différentes que l'on pourrait repérer par une autre méthode photographique? En attendant, c'est un programme que nous mettons en place au sein du Centre d'études alexandrines. Merci d'avoir regardé ce document. Maintenant, je pense que ça commence un peu à s'éclaircir. On commence à voir un peu des semblants de méthodes, infrarouge, ultraviolet. Je vais essayer maintenant par l'exposé proprement dit d'aller un peu plus loin. Alors, nous avons sur cette image 4 représentations de Nephthys. Une en lumière blanche, une autre en lumière bleue, en lumière noire, comme on veut, c'est-à-dire la fluorescence ultraviolette. Une troisième image qui est la couche A des couleurs lab, mise à niveau. Et la dernière image, c'est la couche B des couleurs lab mise à niveau. On constate déjà, et ça on va voir combien c'est important pour aller plus loin dans nos recherches, maintenant que nous avons découvert des personnages, on aimerait bien savoir s'ils étaient
de couleurs, parce que pour l'instant, ils nous apparaissent plutôt en noir et blanc. Donc, s'il y avait des couleurs dessus. Et ces deux couches, c'est-à-dire les couches A et les couches B, donnent des informations différentes. Pourquoi elles donnent des informations différentes? Simplement parce que c'est le reflet de couleurs différentes à l'intérieur même de l'image. Donc je vais aller un peu plus loin. J'ai oublié une petite note. Cette autre image nous prouve que les ailes de Nephthys étaient probablement d'une coloration jaune. On va revenir également là-dessus. Alors nous allons partir ensemble à Comel Shugafa. Comel Shugafa, tout le monde connaît dans cette salle. Hein. C'est également un endroit où on trouve pas mal d'objets du musée gréco-romain. Voilà. Ces objets, je les ai bien connus à l'époque, quand le musée gréco-romain était avant sa future restauration. Donc nous allons, mais c'est aussi comme le Shugafa des catacombes, avec une première entrée, on va dire. C'est-à-dire c'est une nécropole composée de plusieurs catacombes. Quand on parle de Caracalla, c'est pas la même catacombe que celle d'à côté, on va voir ça. Donc ici, il y a une première pluie de descente qui n'aboutit pas vraiment sur quelque chose d'extraordinaire, mais qui nous permet de constater que ce sont des catacombes qui étaient creusées directement dans une roche tendre. On arrive dans une salle de l'Oculi en bas. Et puis là, l'entrée du deuxième catacombe, c'est celle que tout le monde connaît. On va descendre donc par ce puits, et puis suivre parallèlement le chemin qu'empruntait le défunt pour rejoindre sa dernière demeure, donc un des l'Oculi du bas. Donc ici, par le puits descendait le défunt. Nous arrivons au vestibule, puis dans la salle de la rotonde. À gauche, je n'ai pas d'image, mais il y a un triclinium. On va continuer notre descente. Quant au mort, lui, il passait par le bas, c'est-à-dire il était descendu dans le premier puits, et au niveau de la rotonde, il passe en dessous, c'est-à-dire dans un système souterrain, qui est maintenant rempli d'eau. Alors l'eau va avoir une certaine importance pour la suite de notre découverte. C'est que c'est probablement grâce à cette eau que les peintures vont nous paraître légèrement dans les années 93. Donc le défunt, lui, continue sa progression là. Il va passer dans une autre salle, et puis il va arriver par les voies souterraines, pratiquement devant la grande chapelle, au moins la tombe principale, pour bifurquer soit sur la droite ou sur la gauche pour rejoindre les loculi. Donc quelques prises de vue de la tombe principale, voilà, qui est dans un mélange de style pharaonique et gréco-romain. Je vous donnerai tout à l'heure des détails de ces images, qui sont des images de relief qui ont été constituées par également une méthode photographique assez inhabituelle. On retrouve effectivement Horus, Anubis, Osiris, les loculi. Alors, si nous allons progressivement arriver dans les catacombes, donc celle qui nous intéresse, c'est-à-dire c'est une autre catacombe, on va aller vers la catacombe de Caracalla, la salle de Caracalla. Pour y entrer, le chemin qu'empruntent actuellement les touristes, c'est celui-ci, c'est-à-dire on va passer à travers une tombe par un trou de voleur. Mais en réalité, la descente réelle de la catacombe, c'est l'escalier que vous voyez dans le fond. C'est-à-dire,
à l'époque, les deux catacombes n'étaient pas rejoints. On y descendait par des escaliers différents. Alors, cette salle de Caracalla nous a intéressés particulièrement parce qu'elle est composée de plusieurs tombes construites, on va dire taillées dans la pierre tendre. Et l'une d'entre elles a présenté dans les années 1993-94 des traces de peinture qui apparaissaient. Le premier à voir ces traces de peinture, ça a été mon patron Jean-Yves Empereur. Il a constaté qu'il y avait des peintures qui apparaissaient à l'intérieur de ces tombes, peintures qu'on n'avait jamais vues depuis la découverte de la catacombe dans les années 1900. C'est probablement dû à la nappe phréatique qui monte, la nappe phréatique qu'on pompe maintenant avec des pompes pour pouvoir permettre l'accès aux touristes des salles basses, et l'humidification des parois qui vont faire apparaître ces traces de peinture. Donc on a un problème au départ on voit apparaître des personnages à l'œil, hein. Ça c'est des images qui sont les images vues à l'œil, hein, non pas à travers un objectif photographique, mais directement les images qu'on voit. Donc on voit là 3 personnages sur la tombe que nous on appelle la tombe numéro 1, avec un personnage central qui pourrait ressembler à Athéna, puisqu'elle est guerrière, elle a un bouclier, une lance, et puis d'autres personnages qu'on n'identifie pas. Et puis il nous manque une partie de la fresque, parce que justement il y a le trou de voleur par lequel on est rentré dans la catacombe. Dans l'infrarouge, il n'y a rien. Donc c'est vraiment dans la fluorescence ultraviolette qu'on va engager nos travaux, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, pour examiner ces tombes-là. Donc avec effectivement Athéna ici. Et puis une partie pharaonique qui se trouve en haut de cette même catacombe, qui est intacte, au moins pour la partie centrale, pas sur les parties de côté, avec Horus, Nephthys, Anubis, Isis, Horus et Osiris, un peu comme dans l'autre tombe et dans l'exposition que je vous montre donc dans le hall. Donc la méthode est celle-ci, on la voit un peu dans le film, c'est-à-dire l'utilisation de néons de boîte de nuit, hein, c'est vraiment de la fluorescence basique, et maintenant un appareillage photographique numérique basique également. Enfin, j'aimerais mieux avoir quand même un appareil de qualité qui me donne une pixelisation assez importante, hein, peut-être pas le bas de gamme de l'appareil photographique, mais la condition sine qua non, c'est-à-dire la première condition pour créer de la fluorescence, c'est de se mettre dans le noir complet. Ici, si j'allume un tube de lumière noire, un tube d'ultraviolet, si je laisse cet éclairage, il n'y aura aucune fluorescence qui va apparaître. Par contre, si j'éteins toute la lumière de la salle, il va y avoir effectivement une fluorescence qui va apparaître. Donc la première condition, c'est de mettre la catacombe dans l'obscurité complète. Ensuite, voilà, si vous utilisez un éclairage blanc, la peinture, elle va ressembler à ça. Si vous utilisez un éclairage violet, vous avez des détails qui apparaissent. Ici, on voit légèrement apparaître Osiris. La première découverte qui a été probablement très impressionnante quand on est arrivé en 1996, hein, Mervat c'était en 1996, dans cette catacombe, ça a été de trouver des plafonds complètement couverts d'oiseaux. C'est-à-dire, le touriste actuellement passe à côté de merveilles qu'il n'imagine même pas. Il passe à côté d'un plafond, il passe sous un plafond en rentrant dans la salle de Caracalla, et il rentre par une tombe, hein, par le trou de voleur. Et au-dessus de lui, il y a un plafond qui est couvert d'oiseaux, mais que personne ne voit finalement, parce qu'il est plongé non pas dans l'obscurité, mais dans l'invisibilité. Mais invisibilité révélée tout de suite par la fluorescence ultraviolette. Donc là, on a affaire à un plafond couvert d'oiseaux. Donc ici, sur la tombe numéro 1, il nous manque une partie. Donc à l'époque, quand on commence nos recherches avec le docteur Mervat Seyfeldin et le professeur Anne-Marie Guimier-Sorbet, on va s'orienter également, puisque la fluorescence avait bien fonctionné sur cette tombe numéro 1,
on va s'orienter sur une tombe qu'on appelle, nous, la tombe numéro 2, et créer également de la fluorescence ultraviolette dans la tombe numéro 2. Alors, la petite anecdote que je voulais vous raconter, là, vous êtes dans la salle de Caracalla. Quand on commence nos prises de vue, donc dans ces années-là, la photographie numérique n'existe pas. Nous utilisons des appareils photographiques argentiques, des pellicules photo qu'il faut développer. Mon premier problème, ça va être comment je fais. C'est-à-dire, parce que photographier dans l'infrarouge ou dans l'ultraviolet, c'est pas facile. C'est pas uniquement clic-clac, merci Kodak. Il faut savoir quelle pose il va y avoir, je ne sais pas, quel diaphragme je vais mettre, je ne sais pas. Alors je vais simplement installer dans ce sarcophage ici en bas, là, ici même. Voilà, je vais passer ici dans le trou et là à l'intérieur même du sarcophage, je vais installer un petit laboratoire photographique avec un bidon de révélateur. Pour ceux qui ont pratiqué la photographie amateur, ce sont des souvenirs, avec un bidon de bain d'arrêt et un bidon de fixage. Et je vais développer directement mes pellicules dans la catacombe, dans le sarcophage, complètement accroupi, plié en deux dans le sarcophage pour réaliser mes premiers tests de développement. Parce que je ne pouvais pas me permettre de rentrer au centre d'études Alexandrine, qui est à côté du stade. Il y a 3/4 d'heure de voiture, il y a des embouteillages, bien qu'à l'époque, il y en avait moins. On avait bien sûr un laboratoire dans la salle de bain. On avait transformé une salle de bain en laboratoire photographique argentique. Donc je ne pouvais pas faire ce trajet sans arrêt pour aller faire un test, pour regarder, pour corriger, tout ça. Donc mon laboratoire va être installé vraiment dans ce sarcophage. Donc tombe numéro 2, fluorescence ultraviolette sur la tombe numéro 2. Quand on observe la tombe numéro 2, on obtient exactement la même chose que dans la tombe numéro 1, c'est-à-dire un plafond complètement couvert d'oiseaux. Voilà, ici vous voyez des volatiles, complètement couverts d'oiseaux. Et si on regarde bien la tombe numéro 2, on a une partie supérieure qui est une partie pharaonique, comme dans la tombe numéro 1, et une partie inférieure qui est une partie grecque, comme dans la tombe numéro 1, et on retrouve exactement les mêmes personnages, personnages, dans la tombe numéro 2 que dans la tombe numéro 1. Par contre, dans la tombe numéro 2, nous avons l'avantage d'avoir, elle est intacte, il n'y a pas eu de voleurs qui ont cassé pour pouvoir rentrer et piller la catacombe, donc nous avons l'intégralité de la fresque. Et ici, dans cette partie-ci, se trouve l'enlèvement de Perséphone par Hadès. Image qu'on a déjà vue d'ailleurs plusieurs fois. Alors quand on est pendant la photographie argentique, nous avions ces trois phases, c'est-à-dire l'image en lumière du jour, enfin lumière naturelle, l'image ultraviolette, sous-ultraviolet, et puis une restitution pour la lecture, ma foi, d'un tirage papier. On pouvait faire soit une diapositive, soit un tirage papier, c'est tout. On ne pouvait pas vraiment intervenir sur l'image comme on peut le faire maintenant sur nos ordinateurs. Donc ça s'arrêtait là. Et donc c'est des images qu'on obtenait en 1996. En 2012, je vous les ai déjà montrées. Voilà donc l'image qu'on obtient avec modification d'image numérique. Autre image modifiée, autre exemple. Donc il s'agit de Nephthys, Nephthys sous ultraviolet et Nephthys modifié. Alors qu'est-ce que c'est que cette méthode exactement? Je vais essayer